Bonsoir et bienvenue à tous dans les dossiers de la mémoire. Nous consacrons l'émission d'aujourd'hui à la fête de la victoire que nous célébrons chaque 19 mars de chaque année. En effet, le 19 mars 1962, à midi, entre en vigueur sur tout le territoire national un cessez-le-feu. Cessez-le-feu qui intervient au lendemain de la signature des accords d'Évian entre les représentants du gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, et les représentants du gouvernement français. Accords qui mettent fin ainsi à une très longue nuit coloniale et à plus de 7 années de lutte de libération nationale. Pour revenir sur ce moment important de notre histoire contemporaine, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Mohamed Rebah, auteur et chercheur en histoire. Il a écrit plusieurs ouvrages sur la guerre de libération nationale. J'ai le plaisir de recevoir également M. Kamel Bouchama, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire de l'Algérie, ancien ministre et ancien diplomate. Messieurs, bonsoir et bienvenue dans les dossiers de la mémoire. Merci de l'invitation. Alors, les accords d'Évian qui ont été signés le 18 mars 1962, M. Mohamed Rebah, sont considérés comme l'aboutissement d'un long processus et surtout d'un immense sacrifice du peuple algérien. Oui. On les appelle les accords d'Évian, mais il faut dire que ce sont au fond des écrits. Il y a un seul accord qui a porté la signature de Karim Belkacem, mais on leur donne le nom de... Ce sont des accords de paix entre l'Algérie combattante et la France coloniale, qui mettent fin à 8 années de guerre atroce. Combien de combattants morts, combien de paysans morts, combien de douars incendiés, détruits, combien de vies humaines écrasées. Il faut se rappeler ce jour, aujourd'hui. Les camps de regroupement, 2 500 000, le quart de la population musulmane, déportés, déplacés de force, et les problèmes au lendemain de l'indépendance, on a eu toutes ces conséquences. Donc c'est la fin de la guerre, la fin, disons, de la destruction de notre pays. Parce que ça a été, le colonialisme a voulu détruire le pays. Il avait même œuvré à sa destruction. À sa destruction. Il faut le dire. Pour ensuite, le présent est lié au passé pour comprendre les difficultés rencontrées pour rebâtir le pays en 1962 avec une population à 90% d'analphabètes et particulièrement les paysans déplacés. Et la question des camps de regroupement, j'insiste sur ça parce que les historiens français particulièrement, comme Vidal-Naquet, disent que c'est un problème, c'est une question qui n'est pas très bien étudiée. Et chez nous, elle n'est pas bien étudiée. Bon, moi, personnellement, je me suis penché sur cette question. C'est une région, Cherchel, un douar, Boulel. Et j'ai, avec mes amis de Cherchel, les anciens Moudjahidines, vu comment un douar a été détruit et sa population déplacée, jetée à la plage de Messelmoun. Et il y avait des milliers de musulmans en Algérie pendant la Exactement. guerre de Voilà, pour libération dire nationale. que nous sommes le 19 mars, c'est pour ça qu'il faut commencer par avoir une pensée à tous les martyrs de la lutte
à partir du 14 juin 1830, il ne faut pas l'oublier, il y a eu la résistance, on en parlera après. Après, Monsieur Bouchem, c'est l'aboutissement d'un sacrifice, d'une lutte de libération, mais c'est aussi l'aboutissement d'un intense travail diplomatique du Front de libération nationale. Oui, effectivement, je rejoins ce que disait mon aîné, c'est Rebouh, le Moudjahid. Le 19 mars a été un grand jour pour le peuple algérien parce que ça a été l'aboutissement, comme vous l'avez si bien dit, d'une longue nuit coloniale et d'une lutte sans merci. Dans les villes, dans les maquis, des souffrances partout, dans les prisons, dans les villes, des pertes en vie humaine, de grandes pertes en vie humaine. Et c'est vrai que ça a été l'aboutissement d'une longue lutte qui a commencé bien avant 1954. Moi, je suis parmi ceux qui ne mettent pas tout leur poids sur la guerre de libération nationale qui, en réalité, a été la phase la plus importante. Oui. Disons, la phase la plus importante. Mais il faudrait revenir un peu en arrière pour dire que le combat du peuple algérien a commencé bien avant. Du mouvement national, où il y a eu énormément de sacrifices, énormément de travail qu'ont fait les militants. Ils ont préparé ce fameux jour du 1er novembre, qui était, je le répète encore une fois, surtout pour les jeunes, pour qu'ils sachent, qui a été le début de la fin. C'est-à-dire que le train est rentré dans le tunnel et on commençait à voir le jour. Et il fallait assister à cette journée. Moi, je me rappelle, j'étais très jeune pendant ce temps-là, très jeune. Le 19 mars, je vous assure que nous avons reçu cette nouvelle avec, je dirais, avec beaucoup plus que de la satisfaction, avec beaucoup d'éclat. Parce que c'était, comme le disait Rebouh, c'est des prisons qui allaient s'ouvrir pour libérer les gens. C'était les mamans qui attendaient leurs enfants, qui revenaient du maquis. C'était la joie des retrouvailles de tous les moudjahidines, de l'Est à l'Ouest, hein, du Nord au Sud. C'était tout cela. C'était un pays qui allait rentrer dans une autre phase de construction, parce que la petite révolution, comme on l'appelait, El Djihad al-Asghar, venait de se terminer. Il y avait El Djihad al-Akbar, c'est-à-dire la grande guerre, si l'on veut, parce que ça a été une guerre, une lutte âpre pour le développement national. Et donc, le 19 mars a été une journée qui s'inscrit dans l'histoire, et c'est la fête de la victoire, bien sûr. C'est la fête de la victoire, parce que quoi qu'il en soit, c'est le peuple algérien qui a gagné. Alors, vous me posiez la question sur le travail diplomatique, mais c'est vrai que le maquis a travaillé, l'OCFLN, les militants des villes, dans le cadre de l'OCFLN, ont travaillé, mais aussi, il y avait des gens vigoureux, des gens très subtils et perspicaces dans le cadre de la diplomatie. Vous n'avez qu'à citer des noms. Il y a Yazid, les Boulahrouf, les Chandarli. Oui, les Chandarli. Oui. Ceux-là qui allaient dans les conférences internationales. Mais il y avait ceux qui avaient travaillé. Je cite deux. Il y a Mohamed Siddiq Ben Yahya, il y a Qaïd Ahmed, qui ont fait un travail inimaginable sur le plan de la préparation. D'ailleurs, les deux que je viens de citer, Qaïd Ahmed et Mohamed Siddiq Ben Yahya, étaient aux négociations d'Évian. Bon, il y a tout ça. C'était une forme de lutte à l'extérieur
Je me rappelle tout jeune, quand je dirigeais la première délégation de la jeunesse, au premier congrès mondial de la jeunesse à l'ONU en 1970, dans la représentation diplomatique algérienne, il y avait quoi? Il y avait un sofa qui m'a paru un peu qui n'avait pas sa place là-bas. Pourquoi? Parce qu'il était un peu crado, il était un peu crasseux dans les coups, dans la coudoir. Alors j'ai posé la question à monsieur l'ambassadeur. Je lui dis, écoutez, vous avez un beau bâtiment, vous avez de beaux meubles, et pourquoi ce sofa est-il là? Ah, Khalil, si tu savais, c'était là où dormaient les Mohamed Yazid, où dormait Francis quand il se relayait pour aller aux Nations Unies. Parce qu'il ne pouvait pas dormir ailleurs, et c'était là où il dormait. C'était la sueur de ces gens-là. Alors, de suite, j'ai dit, pourquoi n'hérite-t-il pas au musée, ce sofa? Alors, voyez-vous qu'il y a eu du travail. Il y a eu beaucoup de travail à l'extérieur. Et ces jeunes qui sont partis à droite et à gauche, qui ont participé au festival, à de nombreux festivals. J'ai une photo que j'ai mise dans mon livre quand j'ai fait un livre sur la GFLN. Et je ne m'empêchais pas de ne pas mettre cette photo. Vous savez qui? Il y avait Mohamed Khmisti à la tête de la délégation algérienne. C'était en 1957. Ils assistaient au premier, au 6e festival, je pense. Monsieur Rabah, Monsieur Rabah doit avoir une bonne mémoire que moi. C'était le congrès, c'était le festival mondial de la jeunesse et des étudiants à Moscou. Et alors il y avait Mohamed Khmisti, il y avait Barli, il y avait Ferjioui qui était fonctionnaire à la présidence, il y avait Ben Semen, Reda Ben Semen, le spécialiste en ORL, et qui était le porte-drapeau de la délégation algérienne. Alors tout cela, ils ont représenté l'Algérie. Donc il y a eu un travail intense, tant au niveau de la jeunesse qu'au niveau de l'UGTA, qu'au niveau des femmes aussi. Donc tout ça, la diplomatie algérienne a secoué le monde. Offensive. A secoué le monde. Elle a été offensive, c'est vrai. Elle a secoué le monde. Elle a fait connaître le combat des Algériens. Puis peut-être que tout à l'heure, on va encore en parler davantage. Exactement. Sur les autres causes qui ont fait que l'on arrive au 19 mars. Je voulais faire une parenthèse, dire quelques mots sur la participation de la jeunesse algérienne aux festivals mondiaux. Parce que pour faire connaître l'Algérie, qui était 3 départements français, faire connaître l'Algérie, c'était au Festival mondial de la jeunesse démocratique, la FMJD, oui. En 1947, à Prague. Première délégation qui arrive, délégation qui n'était pas intégrée à la délégation française. Elle représentait l'Algérie. Et il y avait de différents mouvements. Il y avait les scouts musulmans, il y avait Omar Lara, Shahid. Il y avait l'UJDA, il y avait les syndiqués. Et tous les 2 ans, parce que le congrès de la FMJD et le festival se tenaient tous les 2 ans. Tous les 2 ans, oui. Alors, en 1949, à Budapest, la délégation était plus belle encore. En 1951, à Berlin, ils ont défilé en tête la jeunesse algérienne pour l'indépendance nationale. J'ai une photo à la maison. Oui. C'était alors, il y avait un festival extraordinaire où l'Algérie a été applaudie au stade Ulbricht par des milliers de jeunes. Et en 1953, tout le monde a dit la plus belle délégation algérienne. C'était à Bucarest. Donc, c'était pour faire connaître l'Algérie colonisée
que la France voulait enfouir, ce sont ces jeunes-là. Et parmi ces jeunes, nous allons les retrouver au maquis. Donc il y a un lien. Merci d'avoir rappelé. Ensuite, bon, il y a eu des délégations. Il y a eu Varsovie, il y a eu Moscou, Helsinki. Mais je voulais insister sur le lien entre le travail diplomatique. Et voilà le mouvement de la jeunesse. Oui. Mouvement national de la jeunesse. Puisque ce sont les jeunes qui étaient au maquis. Les jeunes des villes étaient dans ce mouvement national de la jeunesse. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le 19 mars, j'ai une pensée pour eux. Voilà. Pour revenir à la délégation qui avait donc mené les négociations d'Évian, M. Bouchama, il était présidé, comme vous le savez, par Karim Belkacem. Mais cette délégation agissait évidemment en consultant le Conseil national de la Révolution algérienne. Absolument, à chaque fois. Bien sûr. Alors. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les mêmes orientations qui étaient, du moins les directives qui étaient au niveau du Conseil national de la Révolution, allaient partir pour être appliquées au niveau de ces négociations. Ils ne pouvaient pas inventer de leur propre chef certaines décisions pour lesquelles on n'était pas d'accord au niveau du Conseil national de la Révolution. De toute façon, de notoriété publique pendant ce temps-là, chez les Européens ou même chez d'autres pays amis, la délégation algérienne au niveau des négociations d'Évian, elle a été une délégation, certains disent, très redoutable. Très redoutable, parce qu'il y avait, comme on dit, des fins limiers de la politique. Vous avez Saad Dahleb, vous avez un Boulharouf, vous avez même un Karim Belkacem qui lui-même était un fin politique, Et puis il y avait ces gens qui entouraient la délégation. Les Ben Yahya, oui, il y avait le grand, moi je dis le grand, même s'il était de petite taille, Mohamed Siddiq Ben Yahya, un grand homme. Qaïd Ahmed également, vigoureux. Reda Malek, oui, pour citer. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient en tant que responsables, d'autres qui assuraient le secrétariat, et donc tous les efforts étaient conjugués, tant et si bien que moi je connais énormément de petites histoires comme ça, qu'on peut pas raconter maintenant parce que ça nous prendrait beaucoup de temps. Mais Mohamed Yazid m'a raconté beaucoup. Il m'en a raconté beaucoup, beaucoup, pour dire la finesse de ces gens-là. Et à un certain moment, même la délégation française, ce que me disait, c'est Mohamed Yazid, avec lequel j'avais beaucoup de relations, il me disait qu'à un certain moment, la délégation française voulait en finir. Parce qu'elle était fatiguée. La délégation algérienne a fatigué la délégation française par sa perspicacité, par son intelligence. L'endurance. Et l'endurance aussi. Ouais. Alors donc les négociations d'Évian ont été menées de main de maître. Et Yarit, là où si nous avions encore des diplomates de cette trempe, mais Malish, mais il y a des gens qui font des efforts aujourd'hui. Et on arrivera, Inch'Allah, à régler énormément de problèmes, surtout que la région, bien sûr, vit un climat assez difficile. Intelligence, perspicacité, M. Mohamed El-Bah, cette délégation du gouvernement provisoire de la République algérienne, que la France n'avait jamais reconnue.
la France a reconnu une délégation du FLN. Pour les Français, la délégation française avait négocié avec des représentants du FLN parce que le GPRA n'a jamais été reconnu par la France. C'est important de le dire. Oui. Cette délégation a respecté le serment de novembre. Oui. Parce que dans les textes des accords d'Évian, on retrouve les buts de guerre assignés lors de la proclamation du 1er novembre. Tout tournait, le fondamental pour les Algériens, c'était l'indépendance, la reconnaissance de la souveraineté algérienne, la reconnaissance de la nation algérienne. C'est ça le fondamental. Et l'intégrité du territoire national, c'était important. Et dans le cadre, l'indépendance, dans le cadre de l'intégrité nationale, c'est-à-dire, bon, allusion au Sahara. Comme le dit Saad Dahleb dans une déclaration au lendemain de la signature des accords, que je lis, Oui. Cette paix laisse encore de sérieux gages au néocolonialisme français. Nous verrons tout à l'heure ces gages. Ce qui veut dire que de nouvelles luttes sous de nouvelles formes devront être menées. C'est-à-dire qu'il y a eu le choix pour 2 étapes. La libération politique, l'indépendance, la souveraineté et la libération sociale et économique pour plus tard. Je m'appuie sur le texte. Et voici, a parlé de l'édification nationale. Voilà. Le dur. Alors, cette paix, et c'est là où l'on voit ce qui intéressait les négociateurs algériens. Cette paix est cependant nécessaire pour qu'elle concrétise les objectifs fondamentaux que notre combat national nous a permis d'atteindre, et parce que, aussi, et on a parlé de la guerre, la continuation d'une guerre où nous avons déjà perdu tant de valeureux combattants et tant de victimes innocentes aurait imposé à notre peuple, déjà exsangue, d'autres pertes, d'autres sacrifices et d'autres souffrances indicibles au-delà des limites du supportable. L'Algérie, si je me permets de commenter, voulait sortir de la guerre. Il faut dire que le pays était exsangue, détruit. Oui. Il n'y avait rien. Rien. Donc, voilà. Alors, voilà, il parle de ces constitutions. M. Bouchama, oui. C'est vrai qu'au sortir d'une guerre de libération nationale, eux, ils avaient un arsenal imposant. Nous avions à peine notre volonté, notre courage et notre sacrifice. Et nous nous sommes battus avec beaucoup d'acharnement contre cette France coloniale. Nous avons vécu 130 années de malheur. Vous avez cité les Chebha, vous avez cité les enfumades, enfin, oui, vous avez parlé de... Oui, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé comme génocide, il faut le dire. Il y avait énormément de travail à faire. Là, contre la misère, contre la maladie, contre le chômage, bon, il y avait énormément de travail à faire. Et moi, je fais un compromis avec toi, Madame la France, mais j'ai mon l'appel du 1er novembre, où il est dit que nous allons faire un État démocratique, un État très fort, où nous allons aller vers le développement national, aller vers la récupération de nos valeurs morales, de notre langue. Bon, tout ça venait par la suite. Tout ça venait par la suite. Et combien de traités? Je reviens un peu en arrière. L'émir Abdelkader avait-il fait avec les Français?
Et ces traités qui ont été trahis par les Français eux-mêmes. Oui. Moi, ce que je retiens également, puisqu'on parle d'histoire, parce que à la sortie, donc à la fin de ces accords, il y avait la conférence de presse de Reda Mel qui a parlé d'une grande victoire, et c'était ça. Et puis le jour où, en Tunisie par exemple, où les officiers de l'armée de libération nationale annoncent le cessez-le-feu, on a parlé d'une grande victoire. C'est-à-dire ça a été vécu comme c'est le moment de l'indépendance. Mais ils ont repris, ils ont repris le mot, pardon, j'ai juste pour le texte et les mots à l'époque. Oui, oui. Grande victoire. Quelle est la personne qui a prononcé cette expression, la première? C'est Ben Youssef Ben Khadda. Ben Youssef Ben Khadda, oui. Le 18 mars, le soir même, il a dit c'est la grande victoire du peuple algérien. Et ça a été repris par les autres. Là aussi, les mots, les expressions, et je suis d'accord, et replacés dans le contexte. Dans le contexte. Et dire à quelle date ils ont été prononcés. C'est pour ça que je donne le 7 juillet 1962, je donne comment dirais-je pour ça, le lendemain. Voilà, on parle de fête, mais la fête a été gâchée, si vous voulez, donc par l'OAS, M. Bouchama. Oui, absolument, bien sûr. Mais en tout cas, il y a eu une autre révolution qui s'est faite après, tout de suite, tout de suite après. Alors, tout de suite après, parce que il y a eu cette OAS qui a tout gâché. Et elle a gâché même la vie pour les Algériens français qui étaient là et qui souhaitaient certainement rester. Pour certains, je dis. Sinon, peu de temps après, l'OAS a fait des dégâts dans ce pays. L'OAS a fait des dégâts dans ce pays, de grands dégâts. Et aujourd'hui, ça rentre dans la panoplie des massacres, de l'Holocauste que la France ne veut pas reconnaître. C'est ça le problème. Parce que l'OAS a été un mal, a été une gangrène pour le pays. À Alger, il n'y avait pas eu liesse populaire après la proclamation du cessez-le-feu. Pourquoi? Il n'y a pas eu de liesse populaire. Non, parce que c'était pas l'indépendance. Non, les gens étaient calfeutrés. Non, est-ce qu'il y avait pas, il y avait un climat de terreur? Là, parce que pour les Algériens, Hassan, je m'excuse, parce que les Algériens, la liesse, c'était quoi? C'est sortir avec l'emblème national. C'est sortir avec l'emblème national et dire que nous sommes maintenant majeurs à 100%. Voilà le problème. Le cessez-le-feu, il y avait même des politiciens qui réfléchissaient pendant ce temps-là. Oui, mais peut-être, est-ce qu'il n'aurait pas une poudrière qui allait ressurgir? Et la poudrière, c'était l'OAS. Qui a tout gâché. Donc les Algériens sortir pendant ce jour-là, je ne pense pas que... Et il y avait aussi il y avait la peur. Oui, je ne pense pas que les Algériens l'auraient fait. L'OAS avait un programme d'assassinat. Il y avait la journée des femmes de ménage. Les femmes de ménage qui sortaient à l'aube pour aller gagner le pain de leurs enfants, assassinées. Il y avait la journée des facteurs. Il y avait la journée des cheminots. Les dockers. Et les dockers, le 2 mai 1960, c'était programmé par... Et la terreur, l'OAS s'est opposée à la paix, s'est opposée aux accords. Elle voulait que l'Algérie reste française. C'était aussi les factieux, qu'on appelle entre guillemets, je prends, de l'armée française. Ils se sont rebellés contre l'armée française. Ils ont attaqué l'armée française. Et les massacres commis par l'OAS contre la population musulmane, des massacres terribles, aussi bien et dans les grandes villes, Alger, Oran. Et là,
les accords d'Évian, qui donnaient beaucoup d'avantages à la population française d'Algérie, sont tombés à l'eau, puisque les sont Français d'Algérie sont oui. partis. Oui. Sont partis, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, d'abord, on peut analyser, d'abord ils ont été élevés, éduqués dans le racisme. Ils n'arrivaient pas à admettre qu'ils allaient être dans un service dirigé par un musulman. Ça ne pouvait pas s'imaginer. Donc c'est toute l'éducation coloniale, et ça c'est le colonialisme qui en a fait des victimes. Parce qu'au fond, ils ont perdu. C'était des petits ouvriers, des petits employés, des petits... C'est là le racisme a touché. Bab el-Oued, par exemple. Ça, deuxièmement, l'OAS, pourtant, l'OAS avait dit ne partez pas. Ne partez pas, restez, luttez. Et ils avaient peur des représailles de la population algérienne, qu'il y ait une guerre entre musulmans et européens. Et ils se sont sauvés. Et ils étaient déjà quelques-uns parmi les cadres, les fonctionnaires, les médecins, les instituteurs étaient déjà partis en 61. Il y a aussi le problème d'avantage. Les Français, ici, les fonctionnaires touchaient le tiers colonial. Donc avec l'indépendance, il n'y avait plus de tiers colonial. Donc c'est une question à étudier, à bien fouiller. Mais malgré ce climat de terreur, la terre brûlée que défendait l'OAS, les Algériens ont encore une fois réussi à créer un climat pour organiser le fameux référendum d'autodétermination le 1er juillet 1960. C'est l'exécutif provisoire qui l'a, pardon, c'est l'exécutif provisoire prévu dans les accords d'Évian qui a été chargé d'organiser, c'est-à-dire que la période entre le cessez-le-feu 19 mars et le 1er juillet, ça c'est une période terrible. Il y avait le vide. Il y avait le vide. Et l'exécutif provisoire était chargé, d'ailleurs le président était désigné par le FLN, c'était Fares. Et il y avait un commissaire qui représentait la France. Enfin, on n'entre pas dans le détail parce que c'est une autre... Ça pourrait faire dans les limites de l'émission aujourd'hui. C'est l'exécutif provisoire qui était chargé de l'organisation. Mais l'exécutif en lui-même, c'était la mobilisation. La zone autonome, la zone autonome du FLN à Alger. Il y a un livre d'ailleurs écrit par le commandant Azdine, Alger ne brûla pas, il explique comment le FLN a organisé la résistance face à l'OAS. Les hôpitaux, les soins, parce que c'était une période... Mais un peu partout, il y avait ce qu'on appelle tous les combattants de l'ALN qui se sont structurés dans les fameuses commissions pour justement organiser, parce que le référendum a été organisé sur le plan... L'ensemble du territoire. Il y avait des commissions mixtes. Parce que il y avait des commissions mixtes, ALN, Armée française, mais pour des problèmes de passation. De passation, Ça aussi, c'est... Mais l'essentiel, pour ne pas perdre l'essentiel, c'est que l'Algérie, et particulièrement les deux grandes villes, Alger et Oran, ont connu des moments peut-être encore beaucoup plus terribles que pendant la guerre. Beaucoup plus terribles que pendant la guerre. Ce qu'a fait l'OAS à Alger est inimaginable, et à Oran. Et on parle des massacres, il faut le dire,
du 5 juillet 1962 à Oran. Mais si on cherche l'origine, c'est pas le FLN qui a ordonné. Bien sûr. Bien au contraire, le FLN historiquement apaisé. Je parle historiquement, je ne fais pas de panégyrique. Mais il y avait des voisins, voisins OAS, voisins. Et bon, il y a eu des tueries comme ça. Il faut l'expliquer aussi. Parce que le climat à Oran... terrible. Il y a certains historiens qui ont donné une certaine explication. Il ne faut pas oublier qu'à Oran, il y avait un certain nombre de braquages de banques qu'on a... Donc il fallait créer... À Alger aussi. Donc il fallait créer ce il y a eu des hold-up de terreur. Si on reprend la collection des journaux de l'époque, on la retrouve à la Bibliothèque nationale, la dépêche algérienne qui restait encore, eh bien, on voit les hold-up, les banques. Oui, oui. Ils ont vidé les caisses. Il y a eu des exportations de capitaux. Ils ont, pour laisser l'Algérie à feu et à sang, qui ne se relève pas. C'est ce que voulait l'OAS, que l'Algérie ne se relève pas, et elle s'est relevée. C'est ça le miracle. Justement, M. Bouchema, elle s'est relevée malgré cette terreur. Absolument, oui. Non, moi je voulais rebondir sur ce que disait Serbah. Cette période, mars, juillet, atroce. C'était la continuité des massacres du colonialisme français, ni plus ni moins. Que ce soit sous le signe de l'OAS, ou sous le signe de l'armée française, ou sous un autre signe, c'était la nature même du colonialisme. Oui, c'était la perpétuité, si vous voulez, de ce régime. Les Français, ils ont fait ça, enfin les Français, c'est-à-dire les colonialistes, ils ont fait ça parce qu'ils allaient tout perdre. Il y a M. Rebah, ils allaient tout perdre. Qui c'est qui avait les bonnes terres? Ce sont eux. Qui c'est qui avait les belles fermes? Ce sont eux. Qui c'est qui avait du beau travail, enfin le travail dans l'administration? C'était eux. Qui c'est qui avait les belles maisons? C'était eux. Les belles routes en Algérie, c'était eux. Là, les Algériens étaient refoulés dans des centres, j'allais dire, pas convenables sur le plan de la salubrité. Je vous ai dit tout à l'heure, avant de commencer, quand j'ai écrit la lettre à mon ami René, ça fait un livre, un grand livre, je lui disais, René, nous étions jeunes à l'école primaire, à la récréation, vous grignotez des biscuits au beurre. Nous parlions de nos parents qui étaient en prison. Vous mettez devant parce que vous étiez les fils de colons. Nous, on se mettait derrière parce que nous étions des bicots. Et puis c'est tout ça qui a fait cette explosion. Ça ne vient pas des Algériens, c'est juste. Ça ne vient pas des Algériens. C'était eux qui n'ont pas accepté cette Algérie algérienne. On l'appelait ainsi. Par la suite, on a commencé à dire l'Algérie indépendante, et c'est nous et c'est le drapeau qui en 62, en juillet, qui a flotté sur tous les frontons des institutions de l'État. Alors cette période, vous me posez la question, eh ben nous l'avons subi avec beaucoup de drames partout en Algérie. Des pertes énormes, effroyables. Donc on ne pouvait pas rester inactif. Donc les élections ont été préparées à Alger. Peut-être qu'il y a eu des difficultés pour leur préparation, mais à l'intérieur du pays, tout s'est bien passé puisque le référendum a donné un chiffre à peine croyable. C'était une marée pour les Algériens qui ont demandé à ce qu'ils soient indépendants et à dire oui pour ce référendum qui venait les libérer de 132 ans de colonialisme.
Voilà. Donc, peut-être c'est la dernière question, le temps passe vite. Oui, le temps passe vite. C'était le tournant dans l'histoire de l'Algérie contemporaine, le 19 mars 1962. Oui, c'est la reconnaissance par la France du droit à l'indépendance. Et il faut dire, elle aurait pu le reconnaître sans nous obliger à faire la guerre, puisque c'était la revendication du peuple algérien. L'indépendance, il faut remonter, on parlait de l'ENA, l'Étoile nord-africaine, c'est dans le mouvement national algérien. Ensuite, et elle a refusé. Il y a eu les tueries du 8 mai 1945. Le peuple algérien était sorti pour demander l'indépendance. Et pendant la période de 1946 à 1954, combien de militants ont été torturés, emprisonnés, parce qu'ils demandaient la dignité. Pour aller vite, il faut parler du peuple français. Il a été heureux de voir la guerre se terminer. Comme on dit dans le langage vulgaire, il en avait ras-le-bol de la guerre. Et les derniers temps, c'était paix en Algérie, paix en Algérie, paix en Algérie. Et lorsque, au mois d'avril, au référendum, le projet des accords, plutôt les accords d'Évian ont été présentés pour être plébiscités, il les a plébiscités. Il faut aussi rendre hommage à tous les Français de France, hein, parce qu'ici, ceux qui ont participé, personnellement, je les considère comme des Algériens. Audin, Henri Maillot, Fernand Yveton, Raymond Béchard, ils ont donné leur vie. Ils ont intégré la nation algérienne dans le combat, dans la lutte. Rendre hommage aux Français de France qui ont aidé. Eux ont aidé. Les fameux porteurs de valises. Plusieurs autres. Il faut, en ce jour, ne pas les oublier. Ils ont quand même donné de leur temps. Ils ont aussi affronté le danger. Oui, ils ont été en prison. Donc nous devons, nous Algériens, leur rendre hommage, ne pas leur dire merci, ils n'ont pas besoin qu'on les remercie. Ils peuvent le dire. Non, il ne faut pas dire merci, mais rendre hommage. D'abord reconnaître qu'ils sont Algériens, parce qu'ils ont lutté pour l'Algérie. Ils sont Algériens. Jusqu'à aujourd'hui, à Serbah, on les appelle les amis de l'Algérie. Ce ne sont pas les amis de l'Algérie, ce sont les Algériens. Yveton est tombé sous la guillotine. Avant que sa tête ne soit coupée, il a crié « Tahya al-Jazair ». Tahya al-Jazair. Alors donc, c'est autant de termes qu'il faudrait changer dans notre vocabulaire. Maintenant, pour ce que vous avez dit, c'est-à-dire que les Français auraient pu comprendre que c'en était fini pour eux une fois qu'il y a eu le mouvement national algérien. C'est vrai. Le mouvement national a commencé par crier, par revendiquer l'indépendance de l'Algérie. Messali l'a dit. Il faut toujours rentrer dans le contexte. Messali l'a dit, les autres qui sont venus après, ils l'ont dit en 1945, les jeunes qui sont sortis dans le nord constantinois, ils ont appelé à l'indépendance, et ainsi de suite, et le PPA, l'MTLD, et puis jusqu'à cette rentrée dans le tunnel, c'est-à-dire le 1er novembre, où nous avons décidé de prendre les armes, mais les Français n'auraient jamais accepté de négocier pour l'indépendance s'il n'y aurait pas le coup de force qui est venu le 1er novembre, et ça s'est enflammé à travers tout le territoire national. Parce que la présence des Français en Algérie, le colonialisme, je me rectifie un peu, le colonialisme en Algérie, ce n'est pas une histoire du 5 juillet 1830. Ça s'est programmé du temps de Napoléon Bonaparte en 1782,
C'est un monsieur qui voulait avoir un autre territoire hors de la France, qui était plus riche. Il avait envoyé des ingénieurs agronomes, il avait envoyé des architectes, il avait envoyé énormément de spécialistes. Ils ont fait la monographie de ce pays. Ils ont trouvé que c'est un pays très riche. Et donc, il fallait ramener ceux qui gênaient un peu l'empire de Napoléon et les généraux qui lui faisaient barrière, et donc il devait les mettre ici en Algérie. Donc c'est un pays qui a été convoité depuis longtemps. Alors le laisser comme ça, après une négociation sans la guerre, moi je pense que la révolution du 1er novembre a été l'élément déterminant pour régler ce problème, absolument. Enfin, régler le problème entre nous et le colonialisme. Oui. Voilà. Et le problème était donc réglé définitivement juste après le fameux référendum de l'autodétermination, absolument, oui. Le 1er juillet 1962 et la proclamation de l'indépendance d'Algérie. De Gaulle a reconnu le 3 juillet. Mais il a reconnu l'indépendance de l'Algérie. Le 3 juillet, il avait reconnu. Mais l'Algérie voulait fêter le 5 juillet. Et on fête le 5 juillet comme la fête donc, officielle de l'indépendance, c'est le 5 juillet 1962. Oui. C'est symbolique, rappeler la prise d'Alger le 5 juillet. Mais il ne faut pas oublier que les envahisseurs, c'était le 14 juin 1830. Absolument, c'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Ils sont venus le 14 juillet, ils ont débarqué à Sidi-Ferruch. Voilà. Il y a eu une armada de 416 navires de guerre. 14 juin. 14 juin 1830. Donc, 1830, à 4 heures du matin. Ça sera le dernier mot donc, de cette émission. Je tiens à remercier M. Mohamed Rebah, auteur et chercheur en histoire. Je remercie également M. Kamal Bouchama, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire d'Algérie, ancien ministre. Je tiens à remercier l'ensemble de celles et ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci et à bientôt.